Alors, je pense qu'on peut démarrer la séance. On n'a pas beaucoup de temps. Il est déjà 15h09, bientôt 10. Donc, puisqu'on travaille avec la version libre un peu de Zoom, donc on va essayer de faire rapidement la séance, essayer de synthétiser au maximum. Donc, voilà, parce que l'essentiel a été déposé sur la plateforme, hein. Je rappelle que vous pourrez trouver donc sur la plateforme Ubuntu l'ensemble des chapitres que nous avons développés, en tout cas concernant le module sur les bibliothèques numériques. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous préciser que cette séance donc, est enregistrée. Donc, pour des raisons voilà, professionnelles. Donc, aussi, on doit déposer après donc, justement cette séance au niveau donc, de la plateforme. Mais également, donc, ça va servir également de preuve comme quoi cette séance a été déjà effectuée. OK? Donc, voilà. À Pierre, je vais demander également de fermer son micro pour qu'on puisse s'entendre. Après, je vais vous laisser la parole donc, pour d'éventuelles questions. Pierre, vous m'entendez? Oui, monsieur Diva. Voilà, vous pouvez fermer votre micro pour ne pas avoir donc de retour. Après, je vais vous laisser donc la parole. Comme ça, vous pourrez poser vos questions. Et voilà, donc on pourra faire une bonne synthèse donc, de ce module-là. Alors, je rappelle que les bibliothèques numériques, c'est tout simplement, voilà, c'est tout simplement les bibliothèques que vous connaissez, mais voilà, c'est en version digitale. Donc, une bibliothèque numérique, par définition, est une bibliothèque qui a été mise en ligne. C'est des supports donc, qui ont été mis en ligne, donc accessibles à travers des plateformes. Et justement, ces plateformes, nous en avons parce que UKO, depuis un certain temps également, a essayé d'aller vers le numérique en s'abonnant donc à certaines plateformes donc, pour permettre à ses étudiants de pouvoir un peu accéder à une multiple de ressources, que ce soit maintenant les documents, que ce soit sur support physique, mais également sur support numérique. Et parmi les plateformes que nous utilisons actuellement, en tout cas, il y a ScholarVox. On a essayé donc de dérouler un peu un chapitre sur la plateforme ScholarVox. Nous avons également la plateforme Kerninfo. Maintenant, il faut savoir que ces deux plateformes ont chacune donc des spécificités. Ils n'ont pas les mêmes modes d'accès, ils n'ont pas donc certainement l'environnement donc va changer d'une plateforme à une autre. Ok. Si peut-être c'est plus aisé peut-être de faire la recherche sur ScholarVox ou sur Kerninfo, peut-être que sur une autre plateforme, vous pourrez trouver peut-être certaines améliorations qui vous permettront de pouvoir mieux accéder à une information pertinente. Donc voilà. Alors, nous n'allons pas refaire tout le cours, mais nous allons juste essayer donc de synthétiser. Pour ça, je vais essayer de partager mon écran, comme ça vous allez voir ce que donc, je vais projeter. Alors, nous y sommes. Là, donc, je suis sur mon explorateur, hein, Chrome. Alors, on avait dit que pour accéder à la plateforme ScholarVox, il vous suffit d'utiliser le lien et de le mettre maintenant sur, disons, la barre de recherche. Cet aspect est appelé donc la barre de recherche. Donc, n'allez pas rechercher la plateforme à travers Google, tout simplement parce que Cyberlibris, qui est l'institution qui a mis en ligne cette bibliothèque-là, justement, en a mis plusieurs. Et celle qui est dédiée en général à l'Afrique francophone et sur laquelle donc, nous nous sommes abonnés, c'est justement celle-ci qui est accessible à travers ce lien-là, international.scholarvox.com. Donc, si vous l'utilisez bien, vous mettez ça sur la barre d'adresse, vous validez, vous verrez que la plateforme va s'afficher correctement. Pourquoi? Parce que si vous vous trompez donc de plateforme, la connexion, même quand vous utilisez vos codes d'accès, la connexion ne va pas se faire.
Alors, j'en profite également pour vous rappeler que pour accéder à cette plateforme, vous devez envoyer un mail donc, à la bibliothèque bu.uko@uko.edu.sn en précisant votre nom, prénom, classe, matricule si vous en avez. Mais aussi, on a besoin de l'adresse mail du UKO pour pouvoir vous créer maintenant vos codes d'accès. Bon, pour l'adresse mail, ce n'est pas compliqué. Hein. Vous vous adressez donc juste à monsieur DJ6 qui est là. Il va rapidement vous faire votre adresse mail et vous me la renvoyez. Comme ça, je vais procéder à la création donc, de votre compte sur la plateforme. Okay? Donc, ce n'est pas compliqué. Alors, Scholarvox donc, est une bibliothèque qui renferme plus de 30 000 références bibliographiques, qui touche pratiquement tous les domaines. Mais elle est plutôt spécialisée, disons, elle se spécialise davantage donc, dans les sciences de gestion, les sciences économiques. Donc, c'est son point fort, je dirais. Bien qu'on trouvera donc beaucoup d'autres documents qui parleront donc d'autres choses, mais pour ce qui est des sciences de gestion, sciences économiques, vous avez donc en tout cas un bon fond donc, qui vous permettra en tout cas de travailler. Vous y trouverez également des documents, disons, en droit et autres. OK? Donc, c'est très facile. Alors, une fois que vous avez réussi maintenant à mettre le lien et que la plateforme s'affiche, donc, là, au niveau de l'interface déjà, vous avez quelques informations. Le choix des professeurs. Vous voyez, hein? Donc, je rappelle que ces professeurs appartiennent à des universités bien précises et au fur et à mesure maintenant qu'ils sont dynamiques sur la plateforme, il y a une sélection maintenant qui est une sélection de ces professeurs-là qui appartiennent à ces universités maintenant qui est proposée au lecteur. Donc, c'est pourquoi là, vous pourrez voir voilà, certaines universités appartenant à des pays de l'Afrique francophone, donc de manière générale. Nous avons également la rubrique nouveautés. Donc, vous avez vu, ça, c'est quelques fonctions. Vous avez la possibilité d'accéder directement au catalogue. Hein? Le catalogue, par définition, c'est juste une liste structurée où vous pourrez avoir donc l'ensemble, c'est-à-dire le contenu même de la plateforme. Okay? Ensuite, vous avez la fonction Smart Code Chef. C'est les suggestions pédagogiques. On a expliqué un peu à quoi servent donc les suggestions pédagogiques. Les suggestions pédagogiques sont des suggestions qui ont été faites par des experts catalogueurs qui s'intéressent à une discipline bien déterminée et qui font une proposition, en tout cas une sélection d'ouvrages dans cette discipline-là. Donc voilà. Alors, nous avons la fonction iOpponent, c'est aussi une fonction qui nous permet aussi de faire donc la recherche. Bon, pour dire également que cette fonction, je ne l'ai pas explorée à fond, hein, donc, mais vous pourrez toujours donc, essayer donc, de voir un peu, de l'exploiter pour en savoir davantage. Vous avez aussi les tutos. Les tutos, c'est de petites vidéos, c'est des vidéos de démonstration qui vous montrent un peu comment est organisée la plateforme et comment fonctionne la plateforme. C'est de petites vidéos, donc vous pourrez également les utiliser pour mieux comprendre. Hein. Ensuite, vous avez les livres qui sont en cours de lecture en ce moment même. Vous avez vu. Les fonctions, la fonction Smart Code Chef, suggestion pédagogique revient ici, mais à travers le thème bâtiment et travaux publics. Maintenant, bâtiment et travaux publics, c'est un thème vaste. Maintenant, dans bâtiment et travaux publics, vous avez des sous-thèmes. MIB, je ne sais pas de quoi il s'agit, je ne suis pas spécialiste dans ça. Alors, vous avez travaux publics, vous avez construction durable, ainsi de suite. OK? Donc, ici, on pouvait également avoir un autre thème, par exemple, je dis n'importe quoi, gestion des ressources humaines. Et dans gestion des ressources humaines, vous trouverez certainement recrutement, vous trouverez peut-être, disons, la GPEC, vous trouverez, voilà, donc en tout cas, toutes les subdivisions donc, des ressources humaines. OK?
ici, vous avez les derniers commentaires qui ont été laissés sur certains ouvrages, des utilisateurs qui lisent les ouvrages, voilà, et qui donnent un peu leur avis sur ces ouvrages-là. Donc voilà, et en ce moment même, vous pouvez voir également quelques étudiants qui sont actuellement connectés sur la plateforme. Alors voilà, et du coup, pour se connecter, vous avez le lien se connecter là. Vous mettez l'adresse mail qu'on a utilisé pour la création du code et vous mettez le mot de passe par défaut qu'on vous affectera. Là, pour moi, je vais mettre mes codes d'accès. Vous avez vu. Voilà. Et voilà. Là, je suis connecté. Et du coup, je pourrais maintenant commencer à faire de la recherche. J'avais dit également que vous avez la possibilité de changer vos codes d'accès. Bon, c'est un mot de passe par défaut qu'on vous donne, maintenant que vous pourrez changer après. Maintenant, pour changer le mot de passe, voilà, il vous faut aller maintenant à votre profil. Vous cliquez sur votre profil, vous allez à changer de mot de passe. Là aussi, vous pouvez en profiter maintenant pour remplir, hein, si vous souhaitez, mettre une photo si vous souhaitez. Voilà. On a expliqué dans la vidéo à quoi sert un peu aussi la photo, parce que aussi ça sert à reconnaître la personne. Voilà. Et puisque nous sommes dans un cadre également d'échange d'informations, peut-être moi j'ai trouvé, peut-être que nous avons les mêmes centres d'intérêt, nous travaillons un peu sur les mêmes disons, les mêmes centres d'intérêt, et que moi j'ai trouvé de la documentation qui pourra vous intéresser, mais il faut que je vous reconnaisse sur la plateforme. S'il y a plusieurs, disons, s'il y a plusieurs Antoine Colli sur la plateforme, il faut bien quelque chose qui me fasse voir que cette personne, c'est bien la personne à qui je voudrais donc échanger des informations. Donc voilà. Maintenant, libre à vous donc de le faire. Changez de mot de passe, vous cliquez dessus et vous aurez la possibilité de mettre le nouveau mot de passe que vous voulez. Ensuite, vous enregistrez. Alors, je vais rapidement, hein, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, hein, donc je ne vais pas entrer cette fois-ci dans les détails. Mais dès que vous le faites, là maintenant, j'avais dit que vous avez la possibilité maintenant de commencer vos recherches. Alors, là, vous avez la loupe. La loupe, quand vous cliquez dessus, vous verrez apparaître la barre de recherche. J'avais dit qu'il y a 3 types de recherche maintenant sur la plateforme Scholarbox. Il y a ce qu'on appelle la recherche simple, en utilisant des expressions ou des mots-clés simples, donc qui vous mèneront à des résultats bien déterminés. Voilà. Vous avez également ce qu'on appelle la recherche exacte, en utilisant les guillemets au départ et à la fin maintenant des expressions de recherche. Et aussi, éviter de mettre sur la barre de recherche ce qu'on appelle des mots vides. Des mots vides, les mots vides sont différents des mots-clés. Les mots-clés caractérisent le contenu maintenant d'un texte ou d'un sujet. Par contre, le mot vide est une expression qu'on utilise, mais qui renvoie en quelque sorte à tout et à rien. Et alors que là, vous avez besoin donc de préciser votre recherche afin de trouver la documentation pertinente. Donc, ce qui fait que tout ce qui est article, tout ce qui est pronom, tout ça, il faut éliminer ça donc de votre recherche. Mettez tout simplement des expressions pertinentes, parce que vous ne vous adressez pas à une personne, vous vous adressez à une machine. Alors, la machine n'a pas une intelligence comme la personne, mais la machine vous restitue donc des résultats en fonction de ce que vous lui demandez. Si vous lui demandez, par exemple, contrôle de gestion, la machine va essayer de trouver tout ce qui a été indexé sous maintenant ces expressions-là et va vous faire maintenant un retour d'information. OK? Ça, c'était donc la recherche simple en utilisant les guillemets. Maintenant, il y a ce qu'on appelle maintenant la recherche par filtre. OK? La recherche par filtre, disons, attendez, je vais vous montrer un peu. Je vais essayer de trouver un document.
gestion tout simplement, juste pour trouver un document. Alors là, j'ai mis donc gestion, et vous voyez que parfois, même les mots-clés qu'on utilise, parfois ne sont pas précis à 100%. Parce que quand vous mettez gestion, c'est vague comme terme, c'est un mot-clé, c'est bien, mais il reste à être précisé. Vous pouvez avoir gestion publique, gestion des ressources humaines, gestion immobilière, mais est-ce que c'est gestion immobilière qui vous intéresse? Donc, c'est pourquoi il y a intérêt donc, à préciser davantage donc, la recherche. Alors, pour revenir maintenant à la recherche par filtre, vous avez vu tout à fait à droite les liens que vous avez. Ça, c'est ce qu'on appelle maintenant la recherche par filtre parce que vous êtes en train de demander à la machine de combiner votre recherche à d'autres sous-domaines pour avoir maintenant un résultat d'information. Et pour ça, maintenant, je vais vous renvoyer à la première vidéo que j'ai fait maintenant sur la gestion, disons, la plateforme ScholarBox et précisément sur comment faire la recherche sur la plateforme. OK? Donc, voilà. Nous avons aussi expliqué comment on fait, comment on crée un dossier personnel. Parce que sur la plateforme, nous avons deux types de profils. Nous avons le profil professeur, nous avons le profil étudiant. Dans le profil étudiant, les étudiants ont la possibilité de créer que des dossiers personnels. Par contre, le professeur, en dehors de pouvoir créer des dossiers personnels, il peut créer ce qu'on appelle des étagères de cours. Et la différence, c'est quoi? C'est que, comme son nom l'indique, le dossier personnel, c'est pour vos travaux personnels. Vous pouvez avoir des centres d'intérêt différents, mais c'est quelque chose de personnel. Donc, vos recherches personnelles. Et vous organisez donc la documentation et vous mettez ça dans des dossiers personnels que vous mettez dans votre espace. OK? Tandis que, disons, les étagères de cours permettent aux professeurs de pouvoir sélectionner de pouvoir sélectionner des ouvrages en fonction maintenant en fonction de la matière qu'il est en train de dérouler donc sous forme de cours. Hein. Exemple, si je suis en train de faire un cours sur la gestion, si je suis en train de faire un cours sur la gestion des ressources humaines, avant même que le cours ne commence, normalement, je dois vous proposer une bibliographie. Ici, sur cette plateforme, justement, j'ai la possibilité de vous proposer une bibliographie. Donc, pas besoin voilà, de vous donner une sélection de références bibliographiques sous forme de documents comme ça. Je vous donne justement une sélection bibliographique accessible à travers maintenant un lien. Et ce lien va vous renvoyer directement à mes étagères de cours. Donc, c'est pourquoi c'est très intéressant donc, à ce niveau-là. Donc, ça, c'était en quelque sorte les dossiers de cours. Moi, par exemple, là, pour trouver les dossiers de cours, moi, j'ai organisé, par exemple, voilà, dans mon espace, beaucoup de dossiers personnels. Je dis dossiers de cours, c'est dossiers personnels. Ça, c'est des dossiers personnels. En fonction, maintenant, voilà, c'est des exemples que j'ai fait quand je déroulais donc, certaines séances. Mais je peux avoir également des étagères de cours. Par exemple, là, quand je clique sur étagère de cours, donc vous voyez, j'ai fait un cours sur le community management et voilà, ça c'est une sélection d'ouvrages que j'ai proposé aux étudiants. OK? La recherche documentaire, ainsi de suite. Donc voilà. Donc c'est ça la différence entre le dossier personnel et les étagères de cours. Et justement, ce sont les professeurs qui ont la possibilité d'avoir les deux, c'est-à-dire le dossier personnel et les étagères de cours. Aussi, quand vous êtes maintenant en face maintenant d'un ouvrage, l'ouvrage vous intéresse, il est là, donc vous l'avez ouvert. Tout à fait à votre droite, vous avez ce qu'on appelle la quatrième de couverture, c'est-à-dire le résumé, qui vous donne une idée du contenu. OK? À votre gauche, vous avez les éléments constitutifs maintenant de la référence bibliographique. OK? Et en bas, vous avez ce qu'on appelle des pastilles.
Et la première vous permet d'accéder maintenant au contenu du document. Quand vous cliquez dessus, le document va s'ouvrir et vous pouvez lire le document de la première à la dernière page. Maintenant, puisque parfois c'est difficile de lire un document et que vous n'avez pas aussi beaucoup de temps, hein, ça il faut le dire. Surtout quand vous faites le master, vous avez beaucoup de documents à lire, peut-être qu'il y a des passages maintenant qui vous intéressent. Là, vous allez directement au sommaire ou à la table des matières. Et c'est ici, vous cliquez dessus. Ce n'est pas tout le document qui vous intéresse, mais peut-être des parties, certaines parties maintenant du document. Par exemple, si c'est la sociabilité qui vous intéresse, vous cliquez dessus et la machine vous renvoie directement à cette partie et vous commencez à l'exploiter. Là aussi, c'est très intéressant à ce niveau-là. Aussi, la troisième vous permet de ranger ce document soit dans vos dossiers de cours, ou bien si vous êtes un enseignant, là vous aurez le choix entre de le mettre maintenant dans vos dossiers personnels ou bien vos étagères de cours. Donc, c'est à ce niveau qu'on crée les dossiers. Nous l'avons expliqué également dans la vidéo qui parle maintenant de Scholarbox et qui est notamment donc à la partie création de dossiers. Donc, c'est à ce niveau-là. Je peux aussi lire le document, il est intéressant et je fais un partage à travers les réseaux sociaux. Voilà. Je partage le document tout en laissant un mot pour dire, bon, voilà, je conseille à la lecture maintenant cet ouvrage-là, qui est un bon ouvrage, donc qu'on peut conseiller maintenant, disons, aux étudiants, par exemple, de tel domaine, tel domaine. Donc, voilà. Alors, donc, là, c'était maintenant la création de dossiers. Aussi, dans ce petit carré, aussi, vous pouvez trouver beaucoup d'autres, disons, beaucoup d'autres informations, telles que les suggestions pédagogiques. Tout à l'heure, on en a parlé. Quand vous cliquez sur suggestions pédagogiques, là, vous avez tout à fait à votre gauche, à votre droite, disons, l'ensemble des thèmes qui sont développés. Donc, passant de l'agronomie, disons, à la finance ou à l'informatique, voilà. Mais ça, c'est des thèmes vraiment généraux. OK? Par exemple, s'il s'agit maintenant de la finance, vous savez que la finance maintenant est vaste. En tout cas, le thème finance, c'est vaste. Maintenant, dans finance, maintenant, vous pouvez avoir plusieurs sous-thèmes. On va y aller, on clique finance et vous verrez vous-même qu'on vous propose maintenant d'autres sous-thèmes. Voilà, l'actuariat, vous avez l'analyse financière, l'analyse technique, ainsi de suite. Maintenant, c'est à vous de voir maintenant vraiment la suggestion qui vous intéresse. Et vous cliquez dessus pour accéder maintenant à ces ouvrages-là. Et je rappelle que cette sélection a été faite maintenant par des experts catalogueurs. OK? Donc, voilà. Et aussi, là aussi, vous avez la possibilité non seulement de trouver les suggestions pédagogiques, d'accéder au catalogue, mais également, disons, aux notes, par exemple. On a expliqué également comment on crée une note, comment on crée, disons, un dossier aussi. Donc, vous pouvez trouver, disons, tout ce que vous recherchez dans ce petit carré. Et il ne faut pas donc le perdre de vue. OK? Alors, tout de suite, nous allons enchaîner maintenant vers l'autre plateforme, la plateforme Kern Info. Kern Info est différente un peu de la plateforme, disons, est différente de la plateforme Scholarbox. OK? Parce que c'est une plateforme qui est un peu spécialisée dans les sciences sociales, mais c'est une plateforme également, disons, qui met l'accent sur les revues scientifiques. Et ceux qui font le master, vraiment, je les invite à beaucoup utiliser cette plateforme. Parce que tout simplement, c'est une plateforme également qui vous propose des articles scientifiques dans certains domaines. OK? Donc, on sait que dans la partie bibliographie, non seulement
il y a une partie où vous proposez donc des ouvrages généraux, mais aussi il faut montrer également il faut montrer également les articles que vous avez utilisés aussi dans le cadre donc de votre travail. Okay? Donc, pour ce qui est maintenant de l'accès à cette plateforme-là, il vous suffit maintenant de venir au niveau de la barre de recherche, vous tapez kern.info. Une fois que vous le faites, la plateforme va s'afficher tranquillement. Maintenant, sachez que c'est UKO Saint-Michel qui s'est abonné à cette plateforme-là via son adresse IP. Donc, ce qui signifie que pour avoir accès maintenant au full text, il faudra se connecter sur le réseau de Saint-Michel, taper kern.info, valider, et là, vous aurez accès maintenant au full text. Maintenant, il y a une autre façon d'accéder au full text à distance. Mais en ce moment, en tout cas pour l'instant, ce qu'on vous demande, c'est de venir pour la première fois se loguer à travers le réseau de Saint-Michel, au moins pour une première fois. Et ensuite, vous en profitez maintenant pour mettre à jour votre compte personnel. C'est-à-dire que depuis un certain temps, il y a des rubriques qu'on a ajoutées maintenant sur l'espace personnel de l'utilisateur afin de pouvoir faciliter maintenant la connexion à distance. Donc là aussi, si vous regardez la vidéo qui concerne, disons, Kern Info, la partie comment se connecter sur la plateforme, vous verrez, voilà, vous verrez un peu l'explication de comment maintenant se connecter sur celle-ci. Alors, dès que vous vous connectez, vous avez plusieurs rubriques. Vous avez les revues, vous avez les ouvrages généraux, vous avez les mini-encyclopédies que sais-je repères, vous avez une dizaine également de magazines de presse. Okay? Maintenant, chaque rubrique également est subdivisée en plusieurs sous-rubriques. Vous pouvez trouver ici l'ensemble des disciplines maintenant voilà, qui sont abordées sur cette plateforme-là. Quand vous descendez un peu, disons, voilà, quand vous descendez un peu, vous avez les numéros qui ont été récemment ajoutés et j'avais donné la différence entre une revue, on a donné la définition d'une revue, ce que c'est qu'un numéro et ce que c'est qu'un article. Hein? On a dit que, donc, la revue, c'est tout simplement un document qui est publié selon une certaine périodicité définie donc à l'avance donc par la maison même et qui renferme maintenant plusieurs articles maintenant dans son contenu. Ok? La revue fait maintenant à chaque publication que la revue fait, la revue la fait sous forme de numéros. Ok? Et à chaque numéro maintenant, vous trouverez plusieurs articles que des professeurs, mais les chercheurs maintenant ont fait maintenant dans certains domaines. Ok? Alors là, ce sont les numéros qui ont été récemment ajoutés à cette plateforme. Voilà. Comme ici également, vous pouvez avoir donc les ouvrages qui sont donc au nombre de 11 000 et poussières, donc les ouvrages récemment ajoutés, les ouvrages les plus consultés, ainsi de suite. Okay? Mais aussi, en dehors de ça, vous avez la possibilité de pouvoir faire votre propre recherche, ne pas se baser également sur, voilà, sur une fouille pour essayer de voir un peu le contenu. Vous pouvez directement, si vous avez des centres d'intérêt bien précis, donc vous utilisez la barre de recherche afin de rechercher maintenant ces ouvrages-là. OK? Aussi, les 3 types de recherche qu'on a vus sur ScholarVox s'appliquent également à cette plateforme-là. La recherche simple, la recherche exacte à travers les guillemets au départ et à la fin, mais vous pouvez utiliser également les filtres. Ici, les filtres maintenant se passent autrement. C'est pas la même chose que ScholarVox. Par exemple, là, quand je consulte l'ensemble, en tout cas la liste des revues qui est là, si je veux, par exemple, mettre l'accent sur, disons, sur une discipline telle que l'économie et la gestion, je coche tout simplement économie-gestion et j'ai l'ensemble
des revues maintenant qui sont dans ce domaine-là. Comme je pouvais mettre également l'accent sur, si je connais des maisons d'édition bien déterminées et que je voudrais restreindre donc la recherche à cela, je pouvais tout simplement donc le faire. Voilà, parce que ici, nous avons également l'ensemble des maisons d'édition qui sont là présentes. OK? Aussi, nous avons vu l'importance, surtout les masters. Quand vous tombez sur une revue, la revue fait des publications intéressantes à chaque fois et qui rentrent dans vos centres d'intérêt. Essayez de la suivre. Vous cliquez tout simplement sur suivre la revue. Dès que vous faites ça, vous êtes en train de mettre en place un dispositif de veille. La veille informationnelle ou la veille documentaire, c'est quelque chose d'extrêmement important quand vous êtes dans quand vous êtes inscrit dans une dynamique donc, de recherche. Okay? Il faut mettre en place un dispositif donc, de veille afin d'avoir un retour d'information sur, en tout cas, tout ce qui touche vos centres d'intérêt. OK? Donc, vous avez la possibilité non seulement de suivre une revue, mais vous avez la possibilité également de suivre, disons, un auteur. Parce qu'un auteur également peut être spécialiste donc, dans un domaine bien déterminé et qui fait maintenant souvent donc, des publications qui rentrent dans vos centres d'intérêt. Okay? Par exemple, si on prend, disons, un numéro, ça veut dire que, par exemple, dans le numéro, vous pouvez trouver plusieurs articles qui ont été, disons, faits par des chercheurs. Là, par exemple, vous avez Sam Hope. OK, Sam Hope. Donc, on va à auteur. Voilà, on vous donne des informations sur Sam Hope, mais vous avez la possibilité de suivre l'auteur. De telle sorte qu'à chaque fois que cet auteur fait une publication, automatiquement, vous recevez une alerte. Et ça va vous faciliter un peu les choses. Vous avez la possibilité de citer la revue. Alors, tout de suite, si ça coupe, de grâce, envoyez-moi un mail sur l'adresse bienvenue@uko.edu.sn pour que je vous donne, pour que je vous communique un autre accès, parce qu'on a perdu quand même un peu de temps au début. Alors, si ça coupe, envoyez-moi un mail à bienvenue@uko.edu.sn pour que je vous envoie donc des accès pour que vous puissiez vous connecter à nouveau. Alors, donc, je disais que vous pouvez suivre donc, la revue, OK, ou bien suivre maintenant l'auteur lui-même. Vous avez la possibilité, surtout encore pour les étudiants de master, de citer ou d'exporter donc la référence bibliographique de cet ouvrage ou bien de cet article. Quand vous cliquez sur citer, et puis on vous propose maintenant des citations selon maintenant des normes. Hein. Il y a la norme ISO, il y a la norme EMELA, mais la norme qui est utilisée à UKO Saint-Michel, c'est la norme APA. Okay? Que ce soit sur les ouvrages généraux, sur les articles, ou bien même sur une information tirée de Internet, voilà, vous utilisez la norme APA. OK? Mais ici, on vous donne donc en tout cas la possibilité de copier directement et de mettre ça sur votre document. Donc, c'est vrai que ça paraît trop facile. Moi, j'aime pas trop, en tout cas, cette façon de procéder parce que, en fait, à la longue, ça ne vous donne pas, donc, disons, les attitudes à pouvoir élaborer correctement une référence bibliographique. Parce que, justement, c'est trop facile. Mais l'essentiel, c'est de voir comment est-ce que la référence bibliographique est établie pour au moins